Et j'ai pas regardé si Campus permettait de stocker cette vidéo. Mais là, je viens de mettre en enregistrement. Alors, il y a deux grandes étapes. Enfin, en tout cas, moi, je distingue deux grandes étapes dans le conditionnement. Il y a déjà la transformation du signal. Une première transformation du signal. Donc, soit parce qu'on n'a pas une tension, soit parce que la tension n'est pas directement exploitable par un circuit électronique classique. Et puis ensuite, il y a une transformation, une amélioration, on va dire, des signaux, où on peut retrouver des choses, des fonctions de l'électronique usuelles que vous avez déjà vues dans un autre cours inoubliable, je pense, telles par exemple l'amplification, de la soustraction, de l'amplification différentielle ou du filtrage et ainsi de suite. Donc tout ça, la deuxième partie, on la verra assez peu. Par contre, on va vraiment s'intéresser à la première partie et on avait commencé là-dessus. Donc la première problématique qu'on peut rencontrer dans le monde des capteurs, c'est lorsque le capteur vous fournit un courant. Donc typiquement, c'est le cas d'une photodiode. Ça va être le cas d'un certain nombre de composants, souvent optiques, qui vous donnent des courants et qui ne vous donnent pas des tensions. Donc là, on a deux montages particulièrement intéressants. Donc le premier montage, c'est juste U égale RI. Donc on fait circuler le courant dans une résistance. Le second montage, c'est un montage qui est dit transimpédance. Donc ça, vous devez le connaître en tant qu'électronicien. Ce montage-là, il permet d'avoir une conversion courant-tension qui est assurée par la résistance. Et il permet en plus de polariser votre capteur, quel que soit en fait le courant qui est donné par votre capteur. Donc, ça veut dire que vous pouvez, en plus, par rapport au montage précédent, donc avoir une polarisation en termes de tension de votre capteur. Donc, vous imposez une différence de potentiel grâce à V+. Et puis, bien évidemment, il ne vous pose aucun problème après d'adaptation d'impédance, ce montage-là, puisque vous avez un montage actif. Donc, ça veut dire que quel que soit le montage qui viendra après, il n'y aura aucun problème. Alors que le montage juste résistif pose problème en adaptation d'impédance, hein, parce que si jamais vous avez une impédance d'entrée sur le montage qui est après, bah, vous avez R en parallèle avec cette impédance d'entrée. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, on a un composant, un capteur qui nous donne une information en tension. Euh, Pardon, n'importe quoi. On a un capteur qui vous donne donc une information qui est une variation d'impédance, RC, et on veut connaître du coup cette variation d'impédance et la transcrire en une variation de tension. Alors, le premier montage qui est le plus simple, c'est de faire un pont diviseur de tension. Et lorsque vous faites votre pont diviseur de tension, vous écrivez les équations. Eh bien, dès que vous avez une variation de la résistance RC, donc ici j'ai pris l'exemple de la résistance, mais on peut prendre une impédance complexe, ça ne pose aucun problème, c'est le même principe. Eh bien, vous trouvez que ça engendre une variation de tension aux bandes de RC qui est delta VC, qui est donné ici sur le transparent. Ce delta VC, il est proportionnel à la tension d'entrée et il est surtout proportionnel à la variation de tension, de résistance que vous souhaitez mettre en évidence. Il a il peut avoir des petits inconvénients, ce montage-là. Parmi les inconvénients, c'est que vous obtenez en sortie une variation de tension delta VC qui est autour de la tension moyenne que vous êtes en train de visualiser, donc tension moyenne VC0 imposée par votre source de tension du pont diviseur de tension. Donc ça veut dire que ça marchera, ceci, si uniquement, donc c'est utile, on va dire, uniquement si delta V de C n'est pas très petit par rapport à VC0. Si jamais delta V de C est trop petit par rapport à VC0, vous n'arriverez pas à voir les variations de tension engendrées par le pont diviseur parce que vous serez noyé par la valeur moyenne de V de C0. Donc ce montage-là, il fonctionne dans certains cas particuliers, mais pas dans tous. Ou alors, si jamais vous êtes dans le cas où delta V de C est petit devant V de C0, bah, il faudra soustraire la composante V de C0 avant d'avoir accès à delta V de C. Donc ça rajoute après un montage soustracteur, ça rajoute souvent après un montage amplificateur. Bref, vous êtes en train de cumuler les problèmes avec ce montage et vous êtes en train d'en faire une grosse usine à gaz. À noter on avait dit une petite variante, c'est que si vous avez une source de courant, ça sera plus facile, donc polariser le tout par une source de courant. Mais c'est rare d'avoir à disposition une source de courant. Donc les limites, elles sont là, hein, c'est ce qu'on a dit.
Il faut un filtrage si vous avez des composants qui sont, on va dire, dynamiques. Il faut un pont de Weston si vous voulez améliorer l'idée, ou vous pouvez très bien mettre la solution que je n'ai pas mis ici, hein, mais que je viens de dire à l'oral, c'est vous pouvez utiliser une solution de soustraction et amplification. Donc ça, on peut le rajouter. On ne peut pas utiliser delta V de C, donc on pourrait peut-être rajouter donc, la solution soustraction-amplification. OK. Le pont de Weston, lui, va résoudre un peu en partie ces problèmes-là, parce que le pont de Weston, il consiste en fait en un double pont diviseur de tension, et vous venez prendre la différence d'une référence qui est fixe par rapport à votre référence qui varie, donc votre référence delta V de C. Et c'est pour ça en fait que ce pont diviseur de tension, il vous améliore la chose, c'est parce qu'en fait, vous arrivez à avoir la référence de tension sur le potentiel B ici, et puis vous avez votre référence, votre partie variable sur le potentiel A. Très bien. Donc, si on regarde en détail comment il fonctionne le pont. Alors, on va admettre une chose, et vous allez faire le détail des calculs dans les TD. Donc, je ne sais plus quand est-ce qu'on a TD la prochaine fois, mais c'est peut-être la semaine prochaine. Oui, c'est la semaine prochaine, c'est ça, parce qu'il y a un contrôle en TD qui est prévu. Donc, quand on fait tous les calculs, on montre qu'entre A et B, si je connecte une résistance, eh bien, il n'y a pas de courant qui circule dans cette résistance R si le pont est dit équilibré. Et le pont est dit équilibré si on a R1, R4 qui est égal à R3, RC. Donc, l'idée du pont de Weston, c'est de dire quoi? C'est de dire, bah voilà, je vais, lorsque je n'ai pas de variation imposée par mon capteur, équilibrer le pont. Donc, auquel cas, je ne vais pas avoir de courant entre A et B. Et puis ensuite, mon capteur, lui, il va fonctionner. Donc, il va vous donner, suite à une variation du mesurand, il va donner une variation de delta RC. S'il y a une variation de delta RC, eh bien, partant d'une situation initiale où il n'y a pas de tension UAB, enfin UAB est égal à 0, on arrive à détecter une variation de tension UAB qui est égale à quelque chose proportionnel à delta RC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que directement, ici, la tension UAB est proportionnelle à delta RC. Donc UAB, c'est bien, si je réécris différemment, en fait, UAB, c'est bien 0 plus cette valeur-là. C'est plus le VC0 de tout à l'heure, plus quelque chose qui varie. Et donc, du coup, là, on est gagnant. Parce qu'on exploite vraiment directement la variation de grandeur autour de 0. Et donc, on n'a plus cette petite variation de tension qui est noyée autour d'une tension continue qui correspond à la polarisation du capteur. Donc là, on est vraiment gagnant par ce pont-là. Alors, vous allez me dire, c'est un petit peu plus compliqué que le pont tout simplement diviseur, certes, mais c'est quand même moins compliqué de mettre en œuvre ce pont de Weston que de mettre en œuvre après une solution de soustraction, puis d'amplification, ou une solution de filtrage, puis d'amplification. Donc là, on est quand même gagnant sur la chaîne, et c'est un montage qui est extrêmement classique, extrêmement répandu dans le monde du capteur. Donc, dès qu'on a, bien sûr, une problématique de j'ai une variation de tension que je veux donc transmettre sous forme de variation de tension. Donc, on préfère ça. Lorsqu'on a ces problématiques-là, au niveau des ponts de Weston, vous avez en gros soit le pont à faire vous-même, ce qui est rare, soit quand on utilise les problématiques de pont de Weston, c'est très souvent que c'est déjà fait en interne dans le capteur, donc il y a déjà le conditionnement qui est fait. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on s'en moque de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans ou pas. Ça veut dire que quand vous lirez une datasheet de capteur, vous saurez repérer qu'il y a un pont de Weston et donc que la sortie est directement proportionnelle à la variation de votre impédance, donc la variation de mesurant. Vous m'arrêtez hein, si ça ne va pas, tout ce que je raconte. Troisième type de conditionnement problématique qu'on peut rencontrer, c'est la soustraction. Donc, faire des montages différentiels de grandeur. Au niveau de cette soustraction-là, vous avez deux grands types de montage. Un premier montage qui est le montage soustracteur bête et méchant. Vous prenez un amplificateur opérationnel, 4 résistances, et ça fait la soustraction. L'avantage, c'est la simplicité du montage. Ça, vous savez tous faire ce montage-là. L'inconvénient, on en a parlé en fonction de l'électronique, c'est que vous amplifiez la différence, certes, mais vous amplifiez également beaucoup de modes communs.
et vous rajoutez même du mode commun en plus de l'amplifier. Ça peut être gênant comme ça peut ne pas être bloquant, hein. Donc, il y a plein de soustractions qu'on fait avec un ampli up sans se poser de questions. Tout dépend après de vos conditions en fait, expérimentales et de votre cahier des charges. Si vous voulez ne pas avoir d'amplification de mode commun ou de création de mode commun par votre soustracteur, il existe une solution. C'est l'amplificateur d'instrumentation qu'on est en train de voir d'ailleurs en TD et pour lequel on verra la fin du TD demain. Donc là, c'est intéressant parce qu'il n'y a plus trop de création de mode commun ou d'amplification de mode commun. Bon, il est toujours présent, mais il est atténué. Vous avez une très forte impédance d'entrée, ce qui est complètement différent d'un montage soustracteur où l'impédance d'entrée est donnée par les impédances que vous-même vous allez mettre, donc en général toujours plus faible, hein, parce que l'impédance d'entrée d'un amplificateur d'instrumentation, c'est plus grand que 10 puissance 12 ou 10 puissance 14 ohms. Jamais vous mettrez des résistances de cet ordre-là. Et puis, vous pouvez très facilement fixer le gain à l'aide d'une simple résistance unique, alors que dans le montage soustracteur, si vous voulez faire du gain, il faut changer à chaque fois 2 résistances. Ça, c'est la troisième type de conditionnement qu'on peut rencontrer. Autre type de conditionnement et de problématique qu'on peut avoir, c'est la mesure d'impédance avec des valeurs très faibles de ces impédances à mesurer. Donc là, on veut mesurer une impédance. Quels sont les principes qu'on peut rencontrer? Donc typiquement, c'est le principe du multimètre que vous avez tous dans les salles de TP, hein. Il y a un multimètre. Et les multimètres que l'on a dans les salles de TP proposent de faire une mesure de fil, c'est la mesure que vous connaissez qu'on va commenter. Mais ils proposent également de faire une mesure dite 4 fils. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, est nouveau pour vous. Donc, on va commencer par regarder la mesure de fil classique, le principe de base en fait, d'un multimètre que vous utilisez en salle de TP. Donc pour mesurer une résistance, par exemple, ou pour mesurer une valeur de condensateur, ça marche également. Et on va essayer, avec cette mesure de fil, de voir quelles sont les limites. Et quand il y a limite, eh bien, de voir en quoi la mesure 4 fils permet de repousser les limites de mesure. Alors, je ne dis pas qu'il faut utiliser la mesure 4 fils tout le temps, hein. Ça dépend vraiment, vous allez bien comprendre la problématique, et ça va dépendre vraiment après de vos ordres de grandeur, de ce qu'il y a à mesurer. Après, il faut, je pense, avoir vu une seule fois dans sa vie la mesure 4 fils pour comprendre le principe, et puis ne pas être surpris donc, de son existence quand vous avez cette mesure-là. Prenons le cas de la mesure 2 fils, pour commencer. La mesure de fil, vous voulez mesurer, en fait quoi? Vous voulez mesurer ici RC. Donc ça, c'est l'objectif. L'objectif, c'est la mesure de votre résistance RC. On va mettre le but, c'est ça, c'est valeur de RC pour l'interrogation. Eh bien, quand vous voulez mesurer RC, vous avez forcément quelque part des fils, et puis vous avez forcément des impédances qui traînent à droite à gauche, entre l'appareil de mesure, ou votre montage, et puis l'impédance que vous voulez mesurer. Donc, je vais mettre sous la forme de R-fil la résistance des fils. Alors, si vous allez prendre des câbles classiques, la résistance d'un fil, elle n'est pas très très grande, c'est de l'ordre du dixième de ohm ou de la moitié d'un ohm dans le pire des cas. Mais on peut imaginer que vous ayez entre votre résistance RC et votre appareil de mesure aussi d'autres impédances parasites qui viennent. Donc typiquement, on pourrait imaginer que vous ayez d'autres impédances série parce que vous avez un contact, un connecteur. Donc ça engendre des résistances qu'on rajoute, et ainsi de suite. Quel est le principe de la mesure que vous faites classiquement lorsque vous utilisez un multimètre? Eh bien, le multimètre, lui, en fait, c'est une source de courant. Il va imposer un courant I0 dans votre montage qui est constitué par les résistances parasites et les résistances des fils et votre résistance à mesurer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand vous utilisez un multimètre, on vous demande de ne pas mesurer les impédances dans un montage déjà alimenté. Parce que comme il est déjà alimenté, lui, il va lui-même, le multimètre, alimenter aussi à sa façon le montage. Et donc, ce n'est pas bien de connecter, par exemple, deux sources de courant entre elles ou deux sources de tension en parallèle. Donc, on vous recommande toujours d'enlever l'impédance à mesurer, de la mesurer avec l'ohmmètre et de la replacer après dans le dispositif. Bref, toujours est-il que le multimètre, il impose un courant I0. Donc, I0 va circuler dans la résistance des fils, ici. I0 arrive bien sûr dans RC, puisque c'est un circuit série, et I0 revient au niveau du multimètre. Et que fait le multimètre? Il mesure la tension imposée,
donc, que l'on a aux bornes de l'appareil. Je dis bien de l'appareil. Hein. Donc, votre appareil, il est là. Hein. Voilà. Ça, c'est l'appareil de mesure. Ça, c'est le multi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, ce que va faire l'appareil, c'est V sur I. V sur I0 en l'occurrence. Donc, c'est la loi d'Ohm, en fait. C'est très bête, hein, un multimètre. Le principe physique, il est assez bête. Hein. C'est j'impose un courant, je mesure la tension, je fais la tension sur le courant et j'ai trouvé la valeur de l'impédance. Eh bien, en pratique, ce n'est pas directement RC que vous mesurez, mais c'est RC en série avec toutes les résistances parasites. C'est-à-dire R fil, 2 fois, plus les connecteurs, et ainsi de suite. Quelle est donc l'erreur que l'on fait sur la mesure de la résistance? L'erreur que l'on fait, c'est delta R égale à 2 R fil. Donc l'erreur relative, j'aurais pu la mettre, hein. Donc l'erreur relative, c'est delta R sur R0, qui est 2 R fil sur R0. Alors, avec une mesure de fil, admettons pour fixer les idées que R fil ce soit égal à 0,5 ohm, eh bien, et que ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que le delta R sur R0 que vous faites comme mesure, comme erreur, c'est 0,5 sur R0. Donc, si vous avez une résistance R0 à mesurer, pardon, 2 fois 0,5, ça fait 1 sur R0. Donc, si vous avez R0 qui est de l'ordre du ohm, eh bien, l'erreur que vous faites, elle vaut 1. C'est 100% d'erreur, quoi. Bien sûr, si vous avez un R0 qui vaut 1 kOhm, eh bien, l'erreur que vous faites, c'est 0,1%. Donc, c'est rien, quoi. Enfin, c'est rien. C'est rien, ça commence à. Ça dépend ça dépend de quel type de précision vous voulez sur votre résistance. Si vous prenez une résistance qui est une résistance 4 bandes avec une tolérance de 0,1%, donc les résistances d'instrumentation, là, vous êtes en train de vouloir mesurer une erreur, enfin, une valeur de résistance, et l'erreur que vous faites de la mesure correspond à l'erreur de tolérance sur votre composant. Donc, ce n'est pas non plus rien. Hein. Ça dépend vraiment des conditions. Si par contre, vous avez une résistance à mesurer et que la tolérance sur la résistance, c'est 20%, bon, bien sûr, ce principe de mesure, il n'y a aucun problème. Il marchera. Et dans la quasi-totalité des cas, il vous suffit. Cette mesure de fil vous suffit. Donc, les cas où la mesure de fil ne suffit pas, c'est quand vous avez des tolérances que vous voulez qui sont de l'ordre de 0,1%, par exemple, et puis lorsque vous avez, bien sûr, des résistances très faibles. Donc là, quand vous avez des résistances faibles, plus la résistance est faible, plus vous faites d'erreurs relatives. Donc l'erreur relative, vous avez bien compris qu'elle vient du fait que l'appareil de mesure mesure la totalité de la résistance depuis ce qu'il voit et pas depuis ce que vous voulez qu'il voit. Donc c'est ça, en fait, c'est que vous perturbez vous-même votre mesure avec votre montage. Alors bien sûr, vous allez me dire, une idée, ce serait de minimiser les fils, de minimiser les connecteurs, etc. etc. C'est vrai, tout à fait. Et donc si vous arrivez à faire ça, vous serez meilleur en termes d'erreur. Vous avez une partie des clés qui vous permettent de faire ça. Maintenant, il y a des cas où on ne peut pas minimiser l'influence des résistances de fil, on ne peut pas minimiser l'influence des connecteurs et de leurs résistances associées. Donc, il faut trouver autre chose. Eh bien, l'autre chose, ça va être la mesure dite 4 fils. La mesure 4 fils, en fait, d'un point de vue de l'appareil, ça ne change pas grand-chose. Parce que l'appareil, il voit toujours que la même chose. Hein. L'appareil, il est là, hein, dans la mesure 4 fils. Il est toujours là, cet appareil, c'est-à-dire qu'il voit toujours, quelque part, la résistance des fils. Mais l'appareil va séparer l'apport, on va dire, d'énergie pour la circulation du courant I0 et va séparer le circuit de mesure de tension. Et c'est ça qui va tout changer, parce qu'en fait, les courants qui vont circuler ne vont plus du tout être les mêmes. Alors, comment fait l'appareil en 4 fils? Vous avez besoin de 4 fils. 2 fils qui vont permettre d'imposer le courant ici I0. Le courant I0 qui va être imposé dans votre résistance, d'ailleurs, il est des fois paramétrable, et ce courant I0, eh bien, il va être plus important que le courant qui va circuler pour la mesure de la tension V. I0, dans la mesure 4 fils, eh bien, I0,
il va forcément être plus grand que petit i. I0, ça provient de la source de courant. I, ça provient du voltmètre. Donc, si vous avez compris que dans un ohmmètre, en fait, il y avait deux parties. Il y avait une source de courant et un voltmètre. Le voltmètre, il va fonctionner comment? Le voltmètre, en fait, il va mesurer la différence de potentiel aux bandes de R fil, mais en fait, le courant qui va circuler dedans, ça va être quasiment, petit i va être quasiment nul. Hein. Donc, c'est ça qu'il faut bien voir. Le petit i vaut quasiment 0. Hein. Donc, même normalement, il n'y a pas de courant qui va circuler. Mais comme vous avez une mesure de tension, c'est que forcément, quelque part, vous allez avoir un petit courant qui va circuler. Donc, on impose I0 ici, donc au niveau de la source de courant. Si j'impose I0 au niveau de la source de courant, ça veut dire que je vais avoir une chute de potentiel dans mes résistances de fil. Là. Mais ce n'est pas grave parce que ce n'est pas ça que je veux mesurer. Que va être la vraie différence de potentiel, du coup, aux bandes de RC? Donc, on va appeler ça VC. VC, ce sera quoi? Ce sera RC I0 plus petit i. C'est ça, en fait, que je vais finalement mesurer. Donc, le truc, c'est que si petit i est vraiment négligeable devant le I0, eh bien, je vais en fait avoir un RC I0, tout comme dans la mesure de fil d'ailleurs. Maintenant, que va mesurer mon voltmètre? Eh bien, mon voltmètre, il va toujours mesurer une résistance de fil deux fois et la résistance des connecteurs associés. Ça, c'est inévitable. Sauf que mon voltmètre, lui, il va mesurer deux fois la résistance de fil, fois non plus le courant important I0, mais le petit courant, petit i. Et puis, ensuite, il va mesurer quoi? Eh bien, il va mesurer le RC I0. Alors, vous allez me dire, ouais, mais normalement, on devrait rajouter le RC petit i si vous voulez. Ça ne pose pas de problème. Peut-être qu'il va mesurer ça en plus, mais ce sera négligeable devant le reste. Quelle va être l'erreur qu'on va faire, en fait? Eh bien, l'erreur qu'on va faire, c'est ce terme-là. Alors que ce que je voudrais, c'est ce terme-là. Donc, l'erreur relative que l'on fait, le delta R sur R, eh bien, ce sera quoi? Ce sera du 2R fil petit i sur I0 sur R0. Ça va, ça? Donc, ça veut dire que par rapport à tout à l'heure, mon erreur relative de tout à l'heure, c'était 2R fil sur R0. Donc, c'est l'erreur delta R sur R0, pardon. Donc, ça, c'est en 4 fils, on va mettre. L'erreur relative en 4 fils que je fais, c'est l'erreur relative en 2 fils que je fais, atténuée du facteur I sur I0. Prenons un exemple, j'en sais rien. Si I0 qu'on impose, c'est 1 mA et que petit i, c'est 1 microampère, ça veut dire que l'erreur de tout à l'heure, je la divise par 1000. Donc l'erreur que je faisais, c'est la résistance de 1 ohm, où j'avais 100% d'erreur, maintenant, elle passe à 0,1%. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, 1 microampère, ça doit être à peu près l'ordre de grandeur. Je n'ai pas mis au pif. Parce que les impédances, et encore, je pense que c'est même inférieur à 1 milliampère. Parce que 1 microampère, pardon. Typiquement, les impédances des voltmètres, ça tourne autour de la dizaine de mégohms. Bon, mettons même 1 mégome. 1 mégome pour 1 milliampère, pour 1 volt, ça fait 1 microampère. Donc, les ordres de grandeur, ça doit être à peu près le microampère. Ça va, ça pour tout le monde? Ou tout le monde dort, là? Oui, merci, Jules. Donc, du coup, cette mesure 4 fils, je dis pas, surtout, je dis pas qu'il faut l'utiliser tout le temps, parce que c'est contraignant. Il faut câbler 4 fils, il ne faut pas se planter. Bon, on va pas mettre en œuvre tout un gros armada pour améliorer une précision qui, de toute manière, ne se verra pas. Donc, quand on a des fortes impédances, on s'en moque. Quand on a des petites impédances, eh bien, c'est là où ça devient extrêmement critique. Et donc, c'est là où on va l'utiliser. Donc, je pense que ça se passe après de. Voilà. Donc,
Vous n'allez peut-être jamais la rencontrer, c'est probable. Vous avez peut-être déjà rencontré cette mesure cas de fil. Donc, il faut juste savoir qu'elle existe. Et puis, je pense que vous allez bien sûr l'oublier. Hein, ça, je suis conscient de ça. Après, je pense que vous savez que ça existe. Donc, le jour où vous en aurez peut-être besoin, bah, vous replongerez dessus. Et puis, ça se comprend relativement bien. Hein. C'est que des lois d'eau, mais que des lois d'émail. Donc, il n'y a aucune difficulté, je pense, conceptuelle vis-à-vis de ce montage-là. Donc, aucun problème si vous avez besoin de vous y remettre un jour. D'autres problématiques qu'on peut rencontrer, c'est la conversion de fréquence. Donc, ça, ce sont des choses qui arrivent, c'est très, très particulier. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas voulu donner trop de détails, je veux juste donner le principe. Il existe des capteurs qui vous donnent une information sur le mesurand qui n'est pas une résistance, une variation de résistance, qui n'est pas une tension ni un courant, mais qui est une variation d'inductance ou une variation de capacité. Alors ça existe, hein, ces capteurs-là. Et donc, du coup, comment arriver à mesurer une variation d'inductance ou de capacité? Il y a deux solutions. Première solution, on prend un pont de Weston dans lequel on ne met plus des résistances, mais on met des capacités que l'on connaît ou des inductances que l'on connaît. Et puis, on applique le principe du pont de Weston. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de courant qui circule lorsque l'inductance ou la capacité est en accord avec la valeur à mesurer. Donc ça marchera bien. Donc si on a ça, un circuit, un capteur inductif, il y a une solution qui consiste à dire, hop, on met un pont de Weston et ça marche. Exemple, c'est les ponts RLC, les mesures de capacité ou d'inductance que vous utilisez en salle de TP pour savoir quelle est la valeur de la capa, c'est un pont de Weston. Donc ça marche bien. Hein. Exemple, c'est les ponts RLC. Ça s'appelle un pont RLC. Ce n'est pas un ohmmètre. Hein. Vous savez, le petit appareil qui est à côté du tyroclasse, ce n'est pas un ohmmètre, c'est un pont RLC. Donc, c'est-à-dire que vous avez dedans donc des capacités variables, des inductances variables et des résistances variables. Et le but de ce pont RLC, c'est d'arriver à ne pas changer donc, une des valeurs RLC à chaque fois et de minimiser le courant qui passe dans le bras du pont. Et donc, quand vous avez plus de courant, ça veut dire que vous avez trouvé la résistance ou l'inductance ou la capacité. C'est pour ça que c'est un petit peu long d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous mettez la résistance, il y a un certain temps avant d'avoir la valeur. Ce temps-là, en fait, c'est parce qu'il va tester toutes les valeurs, enfin pas toutes, parce qu'il va dans le bon sens, hein. Il n'est pas bête, mais il va commuter donc sur des batteries de résistance calibrées en interne jusqu'à ce qu'il trouve en fait la bonne valeur. Donc, ça va prendre un petit peu de temps, même si la commutation est rapide, parce que c'est des interrupteurs CMOS. Bref, ça, c'est le premier principe. Il y a un autre principe qui peut être mis en œuvre. L'autre principe, c'est de se dire, voilà, ce que je veux, c'est par exemple connaître la valeur de L. Eh bien, on sait que lorsque vous faites un oscillateur sinusoïdal, donc il y a des oscillateurs sinusoïdaux qui sont faits à base de circuits LC, par exemple. Si j'ai un L et un C, et que je mets ça dans un amplificateur avec une contre-réaction, bref, un circuit bien fait, eh bien, l'oscillateur sinusoïdal fait à base de LC a une fréquence d'oscillation F0 qui vaut 1 sur racine de LC. Enfin, avec un de pi, bien sûr, puisque sinon, c'est en pulsation. Donc, du coup, l'idée, eh bien, ça va être de se dire, voilà, si je mets ce capteur dans un circuit oscillateur de type LC, eh bien, je vais avoir une fréquence F0 qui va dépendre de la valeur de L ou de la valeur de C selon ce que je regarde un capteur inductif ou capacitif. Donc, si j'utilise un convertisseur après, si j'utilise après, par exemple, un microcontrôleur vis-à-vis de mon signal d'oscillation, je suis capable de retrouver la fréquence d'oscillation, donc de revenir directement à L ou à C. C'est ça l'idée. C'est ce qu'on appelle un convertisseur, du coup, donc de fréquence. C'est assez marginal quand même. Ça existe, hein, mais c'est quand même relativement marginal par rapport aux autres montages qu'on a vus précédemment. Autre type de conditionnement qu'on peut rencontrer, c'est, je reviens sur le pont de Weston, mais le pont de Weston, cette fois-ci, où on est en sinusoïdal. Alors, soit parce que vous avez des inductances ou des capacités à mesurer, soit parce que vous avez en continu beaucoup trop de bruit, donc beaucoup trop de valeurs parasites qui viennent perturber votre mesure. Des fois, vous avez besoin d'avoir une polarisation de votre pont qui n'est plus continue mais alternative. Auquel cas, la grandeur que vous récupérez UAB, c'est la même que tout à l'heure, c'est le E0 de tout à l'heure, mais sauf que le E0 de tout à l'heure, il devient sinusoïdal.
Donc, on remplace E0 par du sinus. Donc, pour revenir à une tension qui est directement proportionnelle à delta RC, bah, vous êtes embêté parce que la tension UAB, elle varie au cours du temps. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, ici, vous reconnaissez le fait que vous avez fait une modulation d'amplitude qu'on a vue ensemble. Hein. UAB, dans ce cas-là, ça peut être vu comme une porteuse, P de T, fois un SU de T. La porteuse, c'est E cos oméga T. Et ça, c'est du delta RC. C'est une information basse fréquence, en fait. Donc, du coup, c'est une modulation AM. Ça correspond, en fait, à une modulation AM. Et donc, du coup, comme c'est une modulation AM, bah, pour retrouver le signal modulant, SU de T, bah, vous pouvez mettre en œuvre ce qu'on appelle une détection synchrone. Ça, on l'a vu également dans le cours sur les modulations. Et donc, pour faire une démodulation, on remultiplie. Donc, on utilise un multiplieur. On fait UAB multiplié par cosinus oméga t, puis filtrage. Je vous rappelle pourquoi. Hein, quand on multiplie, on va remettre en basse fréquence le signal et on va remettre en très haute fréquence aussi une deuxième modulation. Donc, la chaîne d'acquisition, c'est vous avez votre pont. Après le pont, vous avez un multiplieur. Et après le multiplieur, vous allez retrouver un filtrage passe-bas. Ça. Donc, c'est un peu, ça commence à être des grosses usines à gaz, mais bon, on peut avoir des fois ce genre d'architecture. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou pas? Je ne rentrerai pas plus dans les détails. Je pense que ça sont des choses qui se comprennent relativement bien. Ça fait appel un peu à des notions sur la multiplication qu'on a vues, mais ça, ce sont des choses qui, a priori, est pas si compliqué que ça. Ça ferait un joli problème de contrôle. Et vous allez tous bosser ça maintenant pour le contrôle final. J'en ai à peu près terminé avec la première partie du conditionnement, donc, qui était l'exploitation, enfin, on va dire la partie où on trouve le signal et on le transforme. La deuxième partie, c'est on améliore le signal. Pour améliorer le signal, on a besoin de faire des décalages. Alors ça, vous en avez tous fait. Donc, des décalages. Quand vous avez fait le TP sur le capteur de température, vous avez soustrait, avant d'amplifier et de filtrer, vous avez tous soustrait une valeur qui était la valeur donc à température ambiante. Donc ça, c'est quelque chose que vous savez faire et vous avez compris pourquoi il fallait le faire. Donc, ça permet ces décalages donc, très souvent après d'amplifier sans aucun problème. Parce que si vous amplifiez directement sans enlever une composante continue éventuelle, eh bien, vous saturez toute la chaîne qui est après, donc c'est inexploitable. Donc, il faut mettre très souvent des décalages en œuvre. Enfin, c'est assez fréquent dans les montages liés au capteur. Et donc, les décalages, bah, vous les faites comment? Bah, soit vous les faites à base de soustracteurs, soit vous les faites à base éventuellement de pont diviseur, type pont de Weston, soit vous les faites à base d'amplificateurs d'instrumentation. Bien sûr, ce sont des montages que vous connaissez tous. Donc, la chose à laquelle il faut faire attention dans ces cas-là, c'est au problème d'adaptation d'impédance. Ça, je vous en parle tout le temps, mais c'est vraiment un vrai problème, une vraie problématique en électronique. Et puis, attention aussi aux bandes passantes, parce que si vous avez des mesurantes qui évoluent au cours du temps, ils ont donc des bandes passantes à respecter. Et donc, ça ne sert à rien de tuer la bande passante de la grandeur que vous souhaitez mesurer par un montage que vous avez mal dimensionné, amplificateur opérationnel. Donc, exemple, si vous vous rendez compte qu'il faut une bande passante, par exemple, un gain, par exemple, de 100 dans une chaîne, attention, avec des grands gains, vous savez très bien que plus les gains sont importants, plus vous réduisez la bande passante de l'ampli, donc plus vous risquez de tuer le signal qui est avant. Donc, attention à ces problématiques-là qu'on a déjà vues au premier semestre, mais qui sont bien sûr toujours présentes ici. L'amplification, je ne vais pas non plus en parler parce que, en gros, vous avez 3 grands moyens pour faire de l'amplification en électronique. Le premier moyen, vous le connaissez tous, c'est les amplificateurs opérationnels. Donc ça, je pense que ça va, surtout que vous avez eu un cours inoubliable au premier semestre sur les ampli-hub. Donc du coup, comme il est inoubliable, vous ne l'avez pas oublié. Ensuite, il y a les amplificateurs d'instrumentation. On vient de les voir. Donc ça peut sauver la vie des fois dans des montages liés au capteur.
Et puis, vous avez d'autres montages encore qui sont un peu plus simples, moins performants peut-être, mais qui ont pas mal d'avantages en termes de bande passante. Ce sont des montages avec juste des amplificateurs, pardon, des transistors. Bon, c'est un peu plus marginal, mais c'est plus quand vous faites du design de capteurs intégrés, vous utilisez ça. Donc ça, on n'a pas vu ensemble, parce que ce serait un vrai cours sur les transistors, et là, on dépasse largement le cadre du cours qu'on s'est fixé. Toujours pareil, encore là, comme dans le cas des additionneurs, vérifiez l'adaptation d'impédance, donc les valeurs des résistances que vous mettez, et la bande passante. Et très souvent, vous terminez une chaîne d'acquisition par du filtrage pour deux raisons. Soit parce que vous voulez rendre propre le signal et éliminer notamment les bruits parasites qui peuvent être en dehors de la bande passante ou dans la bande passante. Soit parce que vous savez qu'après votre capteur, vous allez mettre un convertisseur analogique numérique et qu'il faut mettre un filtre anti-repliement. Donc ça, vous avez deux grands types de filtres. Des filtres passifs, donc RLC, qui ont l'avantage d'être simples, de ne pas limiter la bande passante, mais qui ont un inconvénient, c'est qu'ils sont plus difficiles à designer et ils ont des problèmes d'adaptation d'impédance ou des filtres qu'on vient de voir dans le cours sur le filtrage dans les fonctions de l'électronique. Voilà, donc ça fait, je ne dirais pas plus sur le conditionnement. Hein. Il y aurait plein d'autres choses, bien sûr, à voir en détail. Ceci dit, le conditionnement, c'est vraiment de l'électronique. Donc, du coup, après, c'est à vous, en tant que futur ingénieur, à proposer des solutions, à garder des solutions qui existent. Il y a des ouvrages, hein, des gros pavés qui existent sur les capteurs et leur conditionnement. Il y en a partout, notamment, il y en a un qui s'appelle H. Donc, c'est capteurs en instrumentation industrielle. Il doit faire 800 pages. Et donc, il y a tout, c'est la Bible des capteurs. Donc, il y a tout le conditionnement dedans. Vous y retrouverez si vous en avez besoin. Maintenant, on va terminer ce cours en vous donnant donc quelques exemples de capteurs en pratique et d'effets physiques. Donc, de voir un peu comment, en pratique, sur les datasheets, on arrive à lire les informations pertinentes. On fera de la lecture de datasheet également, donc en TD. Lecture de composants type CAN, bien sûr, en TD de capteur, et puis lecture de datasheet de composants type capteur dans ce même TD. Donc, ce sera la semaine prochaine. C'est important, ces lectures de doc. Donc, on en fait beaucoup en troisième année parce qu'il faut savoir lire rapidement une doc. Piocher la bonne information, je pense que c'est pour moi une compétence essentielle d'un électronicien. Et c'est une compétence essentielle que vous devez acquérir au cours de cette année. Alors, quelques exemples de capteurs qui utilisent un effet résistif. Alors, il y a un capteur qui est le photoconducteur. Le photoconducteur, c'est un semi-conducteur intrinsèque. Donc, maintenant, vous savez ce que c'est, donc non dopé. Et ce semi-conducteur-là, en fait, ça fait un petit serpentin. Là, on le voit ici. Hein. C'est la partie jaune. Là. Donc, c'est un petit serpentin qui est éclairé. Et vous savez très bien que si vous éclairez un semi-conducteur avec une énergie H nu qui est plus grande que l'énergie de gap, ça fait des petits rappels de semi-conducteur du premier semestre, si E égale H nu supérieur à l'énergie de gap d'un semi-conducteur, eh bien, vous créez une paire électron-trou. Donc, vous créez un électron dans la bande de conduction qui va pouvoir participer à un courant et un trou dans la bande de valence qui va pouvoir participer également au courant. Mais cet électron et ce trou, ils ont aussi une propriété, c'est qu'ils vont modifier la résistivité du matériau. Puisque la résistivité du matériau, ρ, c'est 1 sur la conductivité. Et si vous vous rappelez bien, la conductivité d'un matériau, c'est N mu N Q plus P mu P fois Q. Ce sont les choses qu'on avait rappelées, je crois, au premier semestre. Donc, si elle augmente, donc s'il y a un photon, les photons qui vont arriver vont augmenter N et augmenter P. Donc, ça va augmenter sigma. Donc, ça va faire chuter la résistance. Donc, le but du jeu, ça va être de trouver comment mesurer la variation de résistance. Alors, comment on fait ça? Vous avez votre cellule photoconductrice qui est là, qu'on éclaire. Et cette cellule photoconductrice, on la met dans un montage qui est donc un conditionnement, un capteur, qui est celui-ci. Alors, j'en ai pas parlé, effectivement, mais vous appliquez une tension E0. Vous avez donc un courant qui circule et vous venez mesurer le courant à l'aide d'une petite résistance R. On va supposer que R, je ne vais pas l'appeler R, pardon, je vais l'appeler RM, R mesure,
On va supposer que R mesure est très petit devant R, quel que soit R. R étant la résistance du photoconducteur. Donc, du coup, j'aurai un Rm fois I0 qui sera égal à Rm fois quoi? Bah, fois E0 sur R plus Rm. Et donc, ce sera à peu près égal à Rm fois E0 sur R. Donc, je vais bien avoir une information directement ou indirectement de la variation de R. Eh bien, quand vous regardez les ordres de grandeur, lorsque vous êtes en obscurité, l'ordre de grandeur de la résistance, elle est gigantesque, parce qu'il y a très peu de porteurs. Vous êtes intrinsèque, donc très résistif. À peu près un mégot, c'est l'ordre de grandeur. Donc, vous mettez ce composant dans le noir, là. C'est typiquement le genre de composant qui est mis pour détecter les éclairages ambiants. Par exemple, les écrans de portable. Donc, vous fermez votre portable, le clapet de l'ordinateur portable, c'est l'obscurité. Il détecte un mégot, donc du coup, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Vous éclairez avec un éclairage, un éclairement ambiant, classique, donc je ne sais pas, temps de soleil par l'extérieur, éclairage d'une pièce dans des conditions normales pour lire, eh bien, vous avez une résistance qui chute à peu près à 1 kΩ. Donc, dans le premier cas, votre circuit de détection va mesurer, donc si vous mettez, premier cas, si vous mettez un E0 qui vaut 10 volts, eh bien, vous aurez du coup un courant I0 à détecter qui sera de l'ordre de grandeur donc de 10 sur 1 mégohm, donc de 0,1 microampère. C'est quasiment rien. Vous passez à 1 kg, eh bien, votre courant que vous détectez, c'est 10 sur 1 kg. Ça vous fait 10 mA. 10 mA, là, vous le détectez. En électronique, on sait faire une détection de 10 mA. Voilà, c'est le principe de fonctionnement de ce capteur. Il y a d'autres capteurs qui utilisent aussi des variations de résistance. Ce sont les capteurs optiques, surtout infrarouges, utilisant des bolomètres ou des microbolomètres. L'idée, c'est que le rayonnement infrarouge arrive sur un réseau de résistance. Ce réseau de résistance va chauffer, parce qu'il va absorber les infrarouges. Donc, s'il chauffe, eh bien, ça veut dire que la température de la résistance varie et on va mesurer la variation de résistance liée à cet échauffement. C'est typiquement les petites caméras thermiques infrarouges portables qui vous permettent de mesurer les fuites thermiques des bâtiments. C'est un peu à la mode, ces trucs-là. C'est des petites caméras, ça se présente sous la forme d'un petit pistolet en plastique. Là. Puis vous avez un petit écran sur lequel vous voyez les flux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, non? Il y a d'autres effets de résistance qui sont mis à profit dans les capteurs. L'autre effet, c'est la mesure de température avec des sondes résistives. Donc ça, c'est la mesure la plus classique, on va dire, des mesures de température. Il y en a d'autres, des mesures de température, on verra. Mais c'est des mesures extrêmement fiables, souvent, et donc des mesures de précision. En prenant le bon métal qui a une résistance qui varie vis-à-vis d'une bonne gamme de températures donnée, eh bien, vous arrivez effectivement à avoir des très bonnes résistances. Alors, les sondes de température résistive, il y a une dénomination qui est communément admise. Si par exemple, je regarde la sonde PT100, PT, ça veut dire que c'est le métal qui va être utilisé par la sonde, donc ici platine par exemple, et 100, ça va vous donner la valeur de la résistance à 0 degré. Donc voilà, 0 degré Celsius. Vous avez plein de métaux qui sont utilisés pour plein de gammes de températures. Donc, les gammes PT100, elles sont utilisées pour les gammes de température qui correspondent aux gammes que nous connaissons dans notre environnement. Mais si vous avez besoin de mettre une sonde dans un four qui est à 800 degrés, il existe des métaux qui sont dans les fours à 800 degrés. Il existe des métaux dans des sondes qui sont à 77 Kelvin, par exemple. Donc, en fait, vous avez toute une large gamme de sondes résistives. À vous de piocher la bonne sonde pour la bonne gamme de température avec les bonnes précisions que vous voulez. Et vous voyez que les stabilités, donc là, la stabilité, donc c'est la variation de résistance au cours du temps, bah, vous voyez que c'est à 0,05%. Quoi. Ça veut dire que la valeur, elle va pas évoluer. C'est quand même assez intéressant. Vous voyez également qu'elles sont rapides parce que c'est très petit. Hein, donc, du coup, la thermalisation, donc l'arrivée en régime permanent est très rapide. Hein. Typiquement, vous avez 0 à 1 seconde.
vous avez des positions, des capteurs de position, soit angulaires, soit linéaires, qui sont donnés par des valeurs de résistance sur des potentiomètres, en fait, potentiomètres angulaires ou linéaires. Ça existe, hein, mais c'est un peu moins utilisé quand même en pratique. Et enfin, vous avez tout ce qui est les jauges de contraintes. Alors ça, c'est extrêmement utilisé quand vous voulez mesurer des contraintes, donc des déformations, donc soit des contractions ou soit des élongations. Et donc, ces jauges de contraintes, il en existe plein, il faut juste savoir quelques petites choses dessus. Après, c'est très très facile à comprendre, une jauge de contrainte. Une jauge de contrainte, c'est finalement un matériau résistif. Alors, on va prendre le principe de base. Je prends un rectangle, par les pipettes, je voulais en 3 dimensions, mais en 2 dimensions, un rectangle. Eh bien, donc ce rectangle-là, je vais imaginer que je vais le déformer, je vais l'étirer. Ben, si je l'étire, vous savez très bien que la résistance R, c'est ρ L sur S. L, c'est quoi? C'est la longueur. Et S, c'est la section que je suis en train de considérer. Donc, si ici, par exemple, j'étire, donc j'ai une longueur L, ben, je vais changer la résistance. Donc, si je mesure la résistance, je vais mesurer la variation de résistance, donc la variation d'élongation. Donc, je vais pouvoir en revenir à l'élongation. Ça, c'est dans cette dimension-là. Maintenant, je peux très bien imaginer que je mette une contrainte, par exemple, dans cette dimension-là. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, la section va devenir plus petite si je comprime mon matériau. Si la section est plus petite, ça veut dire que ma résistance va augmenter. Donc, en mesurant la variation de résistance, je vais en revenir à ma variation de section, donc à ma contrainte. Voilà, donc en fait, ça, c'est le principe de base. À partir de ce principe de base, on en a fait des structures optimisées quand on veut avoir une déformation dans un sens ou dans un autre. Parce que là, si je prends juste un parallélépipède, je vais avoir ces effets-là, mais ils vont être très peu visibles. Donc, on a cherché à trouver des géométries qui vont optimiser, amplifier ce phénomène. D'où les géométries qui sont présentées ici. Donc là, j'ai pris une doc sur Radiosphere d'une famille de jauges de contraintes où il vous donne un grand nombre, si vous voulez, de jauges différentes. Voilà, donc si vous prenez les jauges de contrainte, vous voyez que ce sont souvent des petits serpentins résistifs. Et ces serpentins résistifs, ils vont avoir pour but d'être meilleurs dans certaines directions. Typiquement, si vous prenez la jauge, la première en haut à gauche, vous avez un serpentin qui est comme ça. Quel est l'intérêt de cette structure-là? C'est de mesurer d'amplifier les déformations dans le sens ici horizontal. Pourquoi? Parce que si je fais une élongation globale de mon matériau, eh bien, ici, j'ai une distance L. Eh bien, si j'ai n recouvrements, enfin n repliements de mon serpentin, ce n'est pas delta L que je vais mesurer, mais c'est n fois delta L. Donc, j'ai amplifié ma déformation. Et puisqu'on retrouve dans ce sens-là, on peut le retrouver sous une autre forme, vous voyez le composant R, puis sous une autre forme encore le composant T. Vous avez des élongations qui sont en diagonale par rapport à votre jauge, c'est Z. Vous avez des élongations possibles dans le sens ici de circulaire, on va dire. Donc là, ça c'est encore plus performant. C'est quand vous les mesurez des élongations, non plus dans une direction, mais dans des directions qui sont circulaires, comme ça. À ce moment-là, vous prenez un serpentin qui est comme ça, qui est circulaire. Il est très moche, mon serpentin, mais vous voyez, c'est Q. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, vous avez plein de formes de jauge de déformation, de jauge de contrainte. Et donc, ça, c'est vraiment de l'effet résistif. Ce qui va caractériser la jauge de contrainte, c'est le facteur de jauge qu'on appelle, qui est K ici. C'est si vous faites la delta R sur R par rapport au delta L sur L que vous voulez mettre en évidence, il y a un facteur K. Le facteur K, c'est en gros quelle est l'efficacité de votre jauge de contrainte. Et donc, grosso modo, les ordres de grandeur que vous devez savoir, c'est que les résistances des jauges de contrainte, c'est de l'ordre de la dizaine, centaine ou kilo-ohm. Et les facteurs de jauge, c'est de l'ordre de l'unité. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, c'est à peu près les ordres de grandeur. Donc, ça vous donne du coup l'ordre de grandeur de delta R qu'il va falloir être capable de mesurer par rapport au delta L sur L que vous connaissez. Voilà. Donc, on ne vous donne pas les ordres de L, on vous donne de delta L, pardon, on vous donne le facteur K. Certains capteurs peuvent utiliser des effets de variation de L ou de C, donc d'impédance complexe. Alors, c'est le cas de certains capteurs qui sont assez compliqués. Hein. C'est des variations d'entrefer, donc c'est des capteurs de proximité. Donc, vous êtes tous en train de faire de la conversion d'énergie, donc normalement, ça n'a pas de secret pour vous. Si vous faites varier l'entrefer
donc la distance entre deux circuits magnétiques, donc la canalisation du champ magnétique dans le circuit magnétique ici, eh bien, vous faites varier la réluctance. Alors attention ici, R, ce n'est pas la résistance, c'est la réluctance. Normalement, ça se note comme ça. La réluctance va varier, donc du coup, l'inductance va varier. Donc là, c'est R aussi. Du coup, vous avez des circuits, vous voyez ici. Donc ça, c'est un capteur où il vous donne la chaîne de traitement qui est déjà faite dans le capteur. Mais vous avez un objet qui va varier en distance. Vous avez une canalisation des champs magnétiques dans l'air qui va donc du coup varier en fonction de cette distance, de cet entrefer. Donc du coup, le L va changer. Si le L va changer, eh bien après, vous insérez ce circuit magnétique dans un oscillateur LC. Donc c'est ça. Donc c'est le 1. Le 1, c'est un oscillateur LC. Et on en a parlé tout à l'heure. Si le L change parce que l'entrefer change, eh bien, vous allez dire que la fréquence va changer. Et puis, vous arrivez après à mesurer cette variation de fréquence. Et donc, vous en revenez après avec un circuit de mise en forme approprié, eh bien, à avoir les bonnes valeurs. Vous avez aussi des capteurs piézoélectriques. Donc, un piézoélectrique, c'est quoi? C'est un matériau qui, lorsque vous le comprimez, va faire apparaître une différence de potentiel, ou lorsque vous l'étirez également. Et inversement, si vous le mettez à une tension, eh bien, il va se comprimer ou s'étirer. Donc, c'est un circuit type RLC. Donc, là encore, c'est utilisé pour des capteurs de force ou des capteurs d'accélération. Donc, vous pouvez mesurer des contraintes du coup, grâce à ça également. Et c'est une variation en fait de polarisation que vous mettez en évidence. Et enfin, les deux derniers capteurs que je voulais vous présenter, c'est lorsque vous faites des associations de matériaux, eh bien, vous pouvez avoir un certain nombre d'effets physiques qui existent et qui sont exploités dans les capteurs. Donc, notamment, quand vous mettez des semi-conducteurs de nature différente, de type différent, PN ou PIN, vous avez ce qu'on appelle une photodiode. Et la photodiode vous donne un photocourant. Donc, il va falloir après transcrire en tension et ainsi de suite. Ça, vous savez faire. Donc, ça, c'est quelque chose que vous devez connaître. Alors, j'insiste quand même là-dessus parce que des fois, dans les projets, il n'est pas rare que certains étudiants prennent la photodiode et mesurent la tension au banc de la photodiode. Non. En fait, la photodiode ne va pas vous donner une information pertinente si vous mesurez une tension à ces bornes. C'est le courant qui est donné par la photodiode qui est proportionnel au flux de photons. Et enfin, quand vous faites, ça c'est assez curieux en physique, mais quand vous prenez deux matériaux qui sont des métaux différents et que vous les soudez ensemble, eh bien, il y a une tension qui apparaît en fonction de la température. C'est ce qu'on appelle un thermocouple. Et ces thermocouples, eh bien, ils vous donnent des différences de potentiel qui ne sont pas très grandes, mais qui sont très souvent suffisantes pour revenir à la mesure de température. Et ils ont l'avantage d'être assez fiables. Et c'est mieux que les autres capteurs. Ces thermocouples, eh bien, vous voyez ici, donc j'ai une courbe que j'ai trouvée sur la définition des thermocouples, ou tout simplement sur Wikipédia, mais il y a des fois des capteurs qui vous donnent, des constructeurs qui vous donnent ça. Vous voyez l'évolution de la tension en fonction de la température à mesurer. C'est à peu près linéaire, donc c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est que on voit ici les courbes, on voit bien cette linéarité, sauf au début autour de 0. Et vous voyez que, en fait, si vous prenez du nickel-chrome, un alliage nickel-chrome avec un cuivre-nickel, eh bien, vous avez pour une variation, mettons, de 200 degrés, vous avez une variation de 20 millivolts. Donc, c'est petit, mais c'est largement suffisant. Ce qu'on appelle l'effet Seebeck en physique. Donc, ça, c'est assez intéressant dans les capteurs. Et après, vous avez une différence de potentiel. Ce qu'il faut faire, c'est éventuellement la décaler, la soustraire, et puis après amplifier, filtrer. Bref, ce sont des problématiques de conditionnement relativement faciles. Et puis, vous avez aussi des tensions de seuil de jonction PN qui vous permettent de revenir à la température. Ça, vous l'avez tous utilisé au premier semestre. J'espère que vous en souvenez. Voilà ce qu'il y a à dire sur les capteurs. Donc, bien sûr, on pourrait faire plein d'autres. Donc, donner plus de détails sur les effets physiques, etc. Après, ça devient vite un peu pénible. J'en dirai pas plus sur ces capteurs. Donc, je vais juste terminer le cours avec un tout petit bout de cours qui est finalement la synthèse. C'est les chaînes d'acquisition de ces capteurs. Qu'est-ce qu'on a vu tout au long de ce cours, quoi. Et puis, ça va permettre de faire une ouverture sur après le cours qui va suivre l'an prochain. Finalement, si on regarde un peu
tout ce qu'on a vu. On est capable maintenant de concevoir une chaîne complète d'acquisition. Premier cas de figure, le capteur est tout seul. Typiquement, c'est le thermocouple qu'on vient de voir. Le thermocouple, vous devez connaître le mesurant. Donc, vous l'utilisez pour, par exemple, une mesure de température. Ou ici, j'ai pris l'exemple du LM335 que vous avez utilisé. Vous devez regarder les grandeurs d'influence. Ça fait partie vraiment de vos compétences à avoir en termes d'électronicien. Une fois que vous avez bien compris le capteur, eh bien, il va falloir éventuellement le conditionner. Donc ça, c'est vous qui devez le faire, et c'est ce que vous avez fait au premier semestre. Vous avez fait un décalage, une polarisation, un décalage, et puis une amplification. Et puis après, soit vous l'utilisez directement en analogique, soit vous avez besoin de mettre en œuvre un éventuel filtre anti-repliement, et puis vous choisissez un CAN, parce que maintenant vous savez les choisir, et puis après, vous avez votre information numérique, et vous en faites ce que vous voulez. Deuxième cas de figure, vous avez un capteur, mais qui, lui, est déjà conditionné en interne. C'est ce qu'on va faire dans les TP qui vont suivre en capteur et acquisition. On va refaire un capteur d'acquisition de température, mais avec le MCP 9700 qui est déjà intégré. Et il vous donne une tension analogique qui est directement exploitable entre 0,5 volts. Vous allez me dire, ouais, pourquoi on n'a pas pu utiliser ça au premier semestre? Parce que comme ça, au premier semestre, on a vu un peu le conditionnement et des problématiques d'électronique. Ce capteur déjà, donc ce capteur que j'appelle capteur intégré, donc qui a déjà son conditionnement, il vous donne une tension analogique, donc il faut la numériser. Donc numériser une tension analogique, c'est choisir un CAN en relation avec les problématiques du système numérique que vous avez et du capteur que vous avez. Et puis, c'est placer un éventuel filtre anti-repliement. Ça, maintenant, vous savez faire. Et puis, vous pouvez avoir des problématiques un peu différentes. Vous pouvez avoir des problématiques où ces capteurs intégrés, très souvent c'est ça, vous n'avez pas un seul mesurant à mesurer, mais vous en avez plusieurs, pour deux raisons. Soit parce que vous voulez mesurer le même mesurant, mais à l'aide de deux technos différentes, pour pouvoir faire des détections d'erreurs. C'est le cas, par exemple, en avionique. En avionique, par exemple, vous ne mesurez pas une seule grandeur à l'aide d'un capteur, mais de plusieurs types de capteurs différents pour être sûr que la valeur soit la bonne. Imaginez qu'un capteur ne donne pas la bonne information. Si vous en avez deux ou trois, après, vous pouvez dire, voilà, celui-là, on écarte et puis on prend les autres. Auquel cas, vous avez besoin, donc ça c'est la première remarque. Deuxième remarque, c'est parce que vous avez plein de paramètres à mesurer. Donc, la chaîne d'acquisition qu'on peut rencontrer, c'est je prends un CAN par capteur. Ça peut exister, mais c'est de moins en moins le cas. Très souvent, vous avez de plus en plus des CAN multiplexés. Donc, c'est-à-dire que vous avez un multiplexeur qui vous permet d'avoir ensuite donc un seul CAN. Et vous, pendant que vous traitez d'un point de vue numérique donc une donnée, vous faites l'acquisition des autres données. Ça, c'est vrai que si vous n'avez pas une fréquence d'échantillonnage qui est élevée, ce qui est quand même assez souvent le cas. Après, si vous avez besoin d'une fréquence d'échantillonnage très élevée, vous prenez un CAN, un capteur, ça c'est évident. Ces CAN multiplexés, d'ailleurs, ils peuvent être soit externes, ils sont à la mode, il y en a beaucoup, soit ils peuvent être internes dans les microcontrôleurs. La plupart des microcontrôleurs, bien sûr, proposent une solution d'acquisition avec un CAN intégré. Et c'est souvent un CAN multiplexé. Quand ils mettent plusieurs voies analogiques d'entrée sur un CAN, ce n'est pas qu'à N CAN, mais c'est qu'à un CAN, mais avec un multiplexage. Soit vous avez maintenant des capteurs intelligents, donc des smart sensors, qui comportent un mesurant, mais c'est rare, même plusieurs maintenant, qui comportent en interne la solution de conditionnement, la solution d'acquisition numérique, la solution de correction même des défauts, avec des tabulations dedans, et qui vous donnent directement la mesure, donc sous format numérique, avec des bus type I2C ou SPI. Bien sûr, c'est vers ça que globalement l'électronique s'oriente, mais ce n'est pas toujours suffisant. On a besoin des fois encore de capteurs à designer soi-même. Cette partie CAN multiplexée et cette partie capteur intelligent, c'est l'objectif du cours qui va suivre l'an prochain, donc en 4e année, qui sera fait par Marc Fonvieille, et qui s'appelle aussi capteur et acquisition. Et donc, l'objectif, ça va être de mettre en œuvre des smart sensors, des CAN multiplexés, pour voir comment ça se passe et essayer d'avoir des vraies problématiques d'électroniciens de plus haut niveau, donc à savoir de microsystèmes numériques avec des périphériques qui gravitent autour.
Voilà, donc un peu le panorama de ce qu'on a fait. Au premier semestre, on est même parti de l'atome et des semi-conducteurs, donc dans le cours de composants électroniques. On a étudié des composants discrets, on a étudié des capteurs dans ce cours et on était jusqu'à des circuits intégrés. Donc, je pense que maintenant, vous avez une vision assez globale de toutes les chaînes d'acquisition. À mon sens, c'est suffisant pour démarrer pas mal de projets. Donc, j'en dirai pas plus sur ce cours-là. Après, il y aura quelques TD, il y aura 3 TP. Ouais, c'est ça, 3 TP qui vont suivre. Donc, il y aura 2 TP qui vont se faire le même jour. Alors, je suis désolé pour ceux qui ont émis la critique des TP qui se passent en une seule journée. Mais là, la raison, elle est bien, bien simple, hein, c'est que c'est la même thématique. Et donc, quand on ne fait pas ce TP le même jour, bah, vous oubliez complètement dans ce que vous avez fait dans les programmes VHDL sur le pilotage d'un CAN. Donc, c'est assez, on perd son temps, quoi. Donc, j'ai quand même décidé de faire une journée complète. Et si vraiment vous trouvez que c'est vrai, c'est pourri, eh bien, promis, je ne referai plus ça. Et puis, il y aura un autre TP. Donc, il y a 3 TP, donc 2 TP sur la partie acquisition de température et pilotage d'un CAN. Après, il y a un autre TP. Honnêtement, je ne sais pas encore ce qu'on va faire. J'aurais bien fait un pilotage d'un CNA parce que je trouve ça important de savoir aussi piloter un CNA. Donc, l'idée va bientôt arriver. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions vis-à-vis de ce cours, mais pour moi, en fait, on en a fait le tour. Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur quelque chose? Est-ce que vous avez des remarques? Donc là, je pense que tout le monde dort, c'est bien. J'ai réussi à vous faire une grasse mat. Bon, merci pour vos remarques, du coup. Donc, du coup, bah, on termine en avance, encore en vie. Donc, on termine encore en avance, c'est super. Comme ça vous permet de faire une bonne pause pour la suite du cours, hein, parce que c'est vraiment pas facile de suivre un cours à distance. C'est les transparents là, que j'ai un peu annotés, je vais les mettre après donc, sur eCampus. Et puis, bah, si vous n'avez pas de questions, on se retrouve donc demain matin. Je vous rappelle que cet après-midi, vous n'avez pas cours, que cet après-midi, vous allez recevoir le premier TP de fonction de l'électronique qui comporte une petite préparation pas très, très méchante hein, pour vendredi, pour le groupe 1. Et puis, je vous rappelle que demain matin, il y a un contrôle de fonction de l'électronique en présentiel. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Alors, cet après-midi, je suis en TP, mais j'y répondrai en fin de journée par mail, pas de problème. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Monsieur, est-ce que vous m'entendez ou pas?